Ce premier graphe est très éclairant, c'est l'espérance de vie en bonne santé en bas, en orange et en rouge, et l'espérance de vie en bonne santé en bas, et l'espérance de vie théorique en haut. Donc, vous voyez que l'espérance de vie théorique augmente chaque année de 2-3 mois par an. Donc, c'est bien. On a tous envie de vivre longtemps. Sauf que l'espérance de vie en bonne santé, depuis les années 80, a diminué et aujourd'hui stagne, notamment chez les hommes en bas. Ça a un peu augmenté chez les femmes légèrement l'année dernière ou l'année d'avant. Si bien qu'on vit aujourd'hui 20 ans, gros, en mauvaise santé. Donc, c'est-à-dire qu'on vit de plus en plus longtemps, mais de plus en plus longtemps malade. Donc, c'est-à-dire que si on vit plus longtemps, ce n'est pas grâce à l'alimentation, mais c'est grâce au progrès de la médecine, plutôt curative et réductionniste, qui allège les effets des maladies chroniques ou prolonge notre vie. Vous voyez. Donc, sur ces 20 ans, on sait que le levier alimentaire permettrait de gagner un tiers d'années de vie en bonne santé. Donc, un tiers de 20, ça fait à peu près 6-7 ans. Donc, comme l'espérance de vie en bonne santé de 63 ans, rien que par l'alimentation, on pourrait vivre en bonne santé longtemps, jusqu'à 70 ans. Donc, c'est énorme comme coût pour la société. Et dernière remarque, cette diminution d'espérance de vie en bonne santé, là, dans les années 80-90, est concomitante avec l'arrivée massive des aliments ultra-transformés dans les pays occidentaux. Alors, c'est concomitant, c'est une observation, une corrélation, ça n'est pas une cause et un effet, il y a d'autres facteurs, évidemment. Mais enfin, c'est une corrélation qui interpelle quand même. L'individu, comment ça se passe pour lui dans une société de compétition? C'est qu'il est tout le temps obligé de faire mieux que le voisin, de faire plus que le voisin, parce qu'il est en permanence dans une situation de concurrence et de comparaison. Donc, à l'échelle de l'entreprise, c'est assez facile à comprendre, hein, puisqu'il y a beaucoup de compétitivité. Mais à l'échelon individuel, c'est aussi, on est très imprégné de ça dans une espèce de course à la perfection. On a peur d'échouer, on a peur de rater. Et on a pour beaucoup d'entre nous, encore cette vision, alors c'est très présent en Occident, beaucoup moins en Orient, mais la vision de soit on échoue, soit on réussit. C'est pas je fais un truc, je fais une expérience et puis je verrai bien, comme pensent un petit peu en Orient, les gens pensent que c'est bien de faire des erreurs. Ici, nous, c'est rater ou réussir, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. Et du coup, on est dans une espèce de pensée un peu perfectionniste qui se rigidifie de plus en plus. Donc, c'est soit bon, soit mal. On valorise complètement la pensée au détriment de ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, en fait, c'est tout le temps de la nuance. Si je suis triste, par exemple, je peux être complètement déprimée, comme je peux être un tout petit peu nostalgique. Et ce n'est pas du tout pareil. Et ça n'implique pas du tout les mêmes choses en moi. Donc aujourd'hui, on est dans valoriser cette pensée, donc c'est bon, c'est pas bon, de manière assez dichotomique au détriment du ressenti, et en étant aussi dans tout le temps, je dois, il faut, j'aurais dû, si je pense au passé avec de la culpabilité. Donc on s'impose beaucoup de choses, et du coup au niveau alimentaire, ben, ça implique qu'on va forcément diaboliser certains aliments. Par exemple, certaines personnes, elles ont la sensation. Alors moi, je vois beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires, hein, je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, mais les gens, ils ont l'impression d'être nuls quand ils ont bu un verre de coca. Donc, ok, c'est peut-être pas bien le coca, mais c'est peut-être pas si grave que ça de boire un verre de coca. Donc, il y a cette espèce de, voilà, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est mal. Et ça aussi, forcément, ça pousse au réductionnisme et ça interroge énormément sur l'estime de soi. Donc là, c'est quand on n'est pas le meilleur, on est nul. C'est pas vrai, on est juste différent de l'autre. Je crois que c'est Lao Tzu qui disait si on juge un poisson rouge à sa capacité à grimper aux arbres, eh ben, on va être déçu. De la même manière que si on juge un chat à sa capacité à nager, on risque d'être déçu. On n'est pas tous des chats, pas tous des poissons rouges, et donc on n'est pas mauvais pour grimper aux arbres, on est peut-être juste un poisson rouge, et c'est pas très grave. C'est un schéma extrait du bouquin que j'avais écrit en 2017, où en fait, c'est pour bien montrer où se situent les chercheurs réductionnistes et holistiques, ou même au milieu, pour utiliser un jargon que j'aime bien, holistico-réductionniste. Bon, il y a des gens qui peuvent être à l'aise dans les deux approches. Alors moi, je suis plutôt là, hein, c'est là que je suis à l'aise. Donc, si vous voulez, ce qu'on a privilégié jusqu'à aujourd'hui, c'est une approche bottom-up, c'est-à-dire du réductionnisme vers le lisse, c'est-à-dire généralisé à partir du spécifique. On a étudié les parties, et puis ensuite, on a généralisé. On retrouve ça, par exemple, et là aussi, ça crée de la confusion et des tensions intérieures. On a réduit les agrumes à la vitamine C. On a réduit les produits laitiers au calcium. On a réduit les viandes aux protéines. On a réduit les céréales complètes aux fibres. Vous voyez, donc c'est typiquement cette erreur qu'on fait d'aller du bas vers le haut.
L'approche top-down, c'est celle que je vous décrivais qui pour moi, est la bonne, en fait. C'est d'aller du global au spécifique en partant des phénomènes complexes. Donc là, on a plutôt des chercheurs généralistes et holistiques. Et ensuite, utiliser le réductionnisme quand c'est nécessaire. Et ça m'amène à l'hypothèse que je développe et dont on pourra discuter évidemment après. C'est que, comme on part du bas vers le haut, on crée des injonctions nutritionnelles contradictoires. Donc, ça crée des tensions intérieures parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Et moi, j'ai tendance à dire on ne sait plus à quel nutriment se vouer. On part des parties pour expliquer le tout, injonction contradictoire, qui peut générer de l'orthorexie, c'est-à-dire la pathologie du manger juste à tout prix, où on passe beaucoup de temps, énormément à faire des choix alimentaires. Et comme les injonctions sont contradictoires, ça devient insoluble. Par exemple, les recommandations. Alors, il ne s'agit pas de critiquer toutes les recommandations, hein. Il y a des choses bien aussi, notamment le dernier PNNS, c'est quand même plutôt pas mal, mais on a longtemps eu le manger-bouger, qui en fait paraît de bon sens, mais en fait n'est pas juste. Parce que manger-bouger laisse à penser aux gens que, quel que soit ce qu'on mange, du moment qu'on bouge, ça va aller. Et c'est une équation réductionniste qui est très ancienne, qui sous-tend que les entrées de calories sont égales aux sorties de calories. Et on sait que ça n'est pas vrai, selon la qualité de la calorie et son environnement matriciel et l'approche holistique de la calorie. En fait, manger vrai, c'est déjà répondre justement, de manière juste à ses besoins. Donc, manger selon les besoins de mon estomac. C'est-à-dire, premièrement, j'ai noté manger à sa faim. Manger à sa faim, ça implique que déjà on soit conscient de ses besoins, conscient des sensations du corps. Manger quand j'ai vraiment faim. Pas quand j'ai juste envie, pas quand je vois un aliment à côté de moi. Manger quand mon corps réclame. Et m'arrêter, en fait, quand je n'ai plus faim, c'est-à-dire le premier signe de rassasiement, c'est la diminution du plaisir à manger. Quand je ressens un peu moins de plaisir avec l'aliment, en général, j'ai un rassasiement pour cet aliment-là, ce qui ne m'empêche pas de continuer un repas avec un autre aliment, mais en général, le corps, il connaît bien ses besoins, et il sait, par exemple, que parfois, on a eu assez de viande ou assez de féculents ou assez de légumes, et donc il va nous donner ce signal, tu prends moins de plaisir, arrête-toi. Ça, c'est la première des choses, et la chose un petit peu fondamentale aussi que parfois on oublie et qu'il faut vraiment rééduquer dans les troubles alimentaires, parce que quand on est dans l'orthorexie ou des comportements un peu restrictifs, on a complètement squeezé cette partie-là, c'est-à-dire on mange à heure fixe et ce qu'on a prévu de manger selon un plan alimentaire un peu rigide, et on n'écoute plus du tout ce que notre corps est en train de nous dire. Il y a des moments où il n'a juste pas besoin, pas envie, ou c'est pas l'heure pour lui, il fait autre chose. Donc ça, c'est vraiment une grande partie de la prise en charge. Comment gérer les pulsions sucrées? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une bonne question, et c'est à la fois une question assez complexe parce que les pulsions sucrées, en fait, c'est plurifactoriel. C'est-à-dire, il y a d'une part, vous avez peut-être des pulsions sucrées parce que votre microbiote, effectivement, est déséquilibré. Vous avez peut-être une candidose digestive, mais peut-être aussi qu'au niveau individuel, le sucre, ça appelle quelque chose de l'ordre du réconfort, de l'apaisement. J'ai une patiente, par exemple, qui s'endort depuis qu'elle est petite en mangeant du pain et du sucre. Et aujourd'hui encore, quand elle se réveille la nuit, elle mange ça. Et du coup, elle a énormément de mal à ne pas manger de sucre. Et dès qu'elle n'est pas bien, elle va avoir tendance à manger du sucre. Donc, effectivement, elle prend du poids. Et puis, ce n'est pas forcément bon pour un ensemble de choses en excès. Il y a également toute cette gestion émotionnelle, en fait. Pourquoi on va aller chercher du sucre? Parce que souvent, il y a une émotion derrière qui est pas qu'on ne traite pas, en fait, qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, c'est-à-dire, gérer une émotion, c'est toujours un peu, j'aime pas trop le terme, mais c'est plus qu'on n'accueille pas et qu'on n'accepte pas. Donc, on va un peu mettre sous le tapis. Et du coup, la pulsion sucrée, c'est un peu, je n'ai pas vu l'émotion qu'il y avait derrière, j'ai mangé du sucre et c'est passé. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler, en fait, dans une pulsion sucrée. C'est pas, il n'y a pas une manière, quoi. Donc, je sais que j'ai des confrères qui peuvent prescrire des traitements, ce qui peut être utile parfois, mais du coup, c'est un peu une réponse assez, encore une fois, réductionniste au problème, puisqu'on va enlever chimiquement le fait d'avoir la pulsion, mais on ne travaille pas ce qui a créé ça derrière. Donc, on ne va pas traiter le fond du problème, finalement.